bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Le gouvernement a tenu un conseil des ministres aujourd'hui à Yamoussoukro. Il a été présidé par le chef de l'État. Le conseil a planché notamment sur l'effondrement de l'immeuble qui a fait des morts dans la capitale politique ivoirienne. Le maître d'ouvrage a été interpellé. Dans cette édition, nous ferons le bilan de l'opération de révision de la liste électorale qui s'est déroulée du lundi 18 juin au dimanche 24 juin dernier. Le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante livrera les statistiques provisoires de cette opération d'enrôlement tout à l'heure. La Coupe du Monde 2018 bat son plein en Russie, mais les passionnés de football qui n'ont pas pu faire le déplacement vivent aussi l'événement devant les postes téléviseurs. Les vendeurs et réparateurs de ces appareils trouvent donc leur compte. C'est l'occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Les présidents ghanéens et guinéens, facilitateurs de la CEDEAO dans la crise togolaise, se sont rendus à Lomé ce mercredi. Ils vont entendre les protagonistes et trouver une issue définitive à la crise qui secoue le pays depuis des mois concernant la candidature du président Faure Gnassingbé. Merci de nous suivre à Yamoussoukro et partout dans le monde. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Le chef de l'État, comme vous le voyez sur ces images, a quitté Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, après le conseil des ministres qu'il a présidé sur place ce mercredi. Il est donc de retour à Abidjan. Il a été accueilli à son arrivée par plusieurs personnalités, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. À Yamoussoukro, le gouvernement réuni donc ce mercredi pour un conseil des ministres a planché entre autres sur l'effondrement de l'immeuble qui a fait des morts à Yamoussoukro. Le maître d'ouvrage a été interpellé. Le concepteur du plan est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction. Par ailleurs, d'autres décisions ont été prises. On en sait plus avec notre reporter sur place à Ouattouri. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ce mercredi 27 juin à Yamoussoukro, le Conseil des ministres, le dernier de ce mois, a fait le point sur la mise en œuvre des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité. Un conseil extraordinaire qui s'est tenu le 21 juin suite aux graves inondations des 18 et 19 juin qui ont touché le district d'Abidjan et des localités de l'intérieur du pays. À ce jour, l'assistance sanitaire et financière aux victimes, la mobilisation des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des domiciles sinistrés, l'assistance en tout genre est effective sur le terrain. De même que le curage des ouvrages de drainage, le déguerpissement des personnes vivant encore dans des zones à risque, la destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement. Tout cela se poursuit avec la plus grande fermeté, chacun le comprend, à la hauteur de la gravité de cette catastrophe. Pour mieux maîtriser le développement urbain et éviter la prolifération des quartiers précaires, le Conseil a décidé de la création d'une zone d'aménagement différée selon le schéma directeur d'Abidjan. Le périmètre couvert par la zone d'aménagement différé comprend des périmètres des communes et sous-préfectures de Grand Bassam, de Bonois, de Bingerville, d'Anyama, d'Azaguié, d'Alépé, de Luapo, de Brofodoumé, de Songon, de Dabou et de Jacquesville. Cette mesure contribuera à mieux maîtriser le développement urbain de la ville d'Abidjan en mettant un terme à l'occupation anarchique des espaces urbains et à la prolifération de lotissements de type villageois non équipés qui conduisent à la dégradation de l'environnement urbain, à la prolifération de quartiers précaires sous-équipés ainsi qu'à la multiplication des poches d'insécurité. Le gouvernement entend par ailleurs assurer à long terme l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bouaké et des localités des régions du Nord et du Centre-Nord. En vue d'assurer un service de qualité et surtout d'assurer à long terme l'approvisionnement en eau potable des populations de Bouaké, le Conseil des ministres a décidé de la réalisation d'une conduite de transfert d'eau brute du lac de Kossou jusqu'à la station de traitement d'eau de la Loca
situé à Bouaké. Ce projet est estimé à une quarantaine de milliards de francs CFA. Le Conseil a adopté également un programme d'urgence pour 14 localités des régions du Nord et du Centre-Nord, potentiellement en difficulté à court ou à moyen terme. Pour ces 14 localités, ce programme d'urgence aura un coût estimé à ce jour à 10,8 milliards de francs CFA. Ce programme comprend notamment la réhabilitation des retenues d'eau de certaines localités, la réhabilitation des unités de traitement et l'installation d'unités compactes de traitement sur de nouvelles retenues d'eau identifiées. À moyen terme, le gouvernement prévoit, en plus de la libération et de la restitution des champs captants, la réalisation d'une étude générale de sécurisation de la desserte en eau des grandes villes de notre pays. Et puis cette décision qui va améliorer la vie des populations dans l'espace CEDEAO, la mise en œuvre du règlement relatif au free roaming dans la sous-région ouest africaine. Ce règlement a été adopté par le Conseil des ministres de la CEDEAO en décembre 2017 avec l'objectif de permettre aux usagers des services de communication mobile en déplacement dans l'espace communautaire d'utiliser leur numéro d'origine et de bénéficier des services dans la zone visitée sans discrimination tarifaire. Ces règlements prescrivent notamment la gratuité de la réception de SMS, la gratuité de la réception et de l'écoute de messages vocaux en itinérance communautaire, ainsi que la gratuité de la réception d'appels en itinérance sur une période de 30 jours consécutifs de séjour hors du pays d'origine. Autre décision de ce Conseil des ministres, la prorogation du mandat de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, en attendant la désignation des nouveaux membres. Voilà, et au cours de ce Conseil des ministres, le gouvernement s'est prononcé également sur l'effondrement de l'immeuble à Yamoussoukro, immeuble en construction le 13 juin dernier dans la capitale politique ivoirienne. Selon le gouvernement, l'enquête avance. Des poursuites ont été engagées contre les présumés auteurs de ce drame. Le porte-parole du gouvernement a fait le point de cette enquête à la presse à l'issue du Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter le ministre Bruno Koné-Nabagné. L'enquête ouverte a révélé que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas de permis de construire et, plus grave, avait passé outre les mesures d'arrêt des travaux ordonnées par la mairie et par le ministère de la Construction. À ce jour, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, maître d'ouvrage et qui a suivi les travaux jusqu'au 3e étage, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Madame Amin Cho Rosalie, épouse de Yoboué, propriétaire de l'immeuble, est en fuite. Elle est recherchée. Elle continue d'être recherchée. Le concepteur du plan du bâtiment, M. Seka Atse-Camille, député, est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction. Il était absent au moment des faits. Le président de la République a ici donné des instructions fermes à tous les ministères concernés, en particulier celui en charge de la construction, celui de l'Intérieur, celui de la Justice, afin que la loi soit intégralement appliquée et que toutes les personnes jugées fautives soient effectivement sanctionnées. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, présente à Yamoussoukro pour ce Conseil des ministres, a visité les blessés et les familles des victimes décédées suite à cet effondrement de l'immeuble en construction. La ministre Mariatou Koné leur a exprimé le soutien du gouvernement et toutes ces familles éplorées ainsi que les blessés ont reçu une indemnisation. C'est ce que nous rapporte Kader Sorotogo. Préfecture de Yamoussoukro, Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, vient au nom du gouvernement apporter compassion et soutien aux familles des 10 morts suite à l'immeuble en construction qui s'est effondré au quartier millionnaire. Le gouvernement, très sensible à cette douloureuse épreuve, s'associe au deuil qui frappe ces familles. Ainsi, chaque famille éplorée a reçu une somme de 1 million de francs CFA. Des blessés, au nombre de 21, ont perçu chacun 100 000 francs CFA. Les frais médicaux et les frais liés à la conservation des corps ont été également pris en charge par le gouvernement. Les victimes n'ont pas voulu garder le silence. Madame la ministre,
Sachez que sur le chantier de l'émergence, il y aura toujours de telles situations. Et nous voudrions demander au président de la République de ne pas perdre courage. Il a notre soutien et que Dieu vous bénisse. À l'issue d'une visite à l'un des blessés encore internés à l'hôpital Saint-Joseph Moscati, la ministre Mariatou Kone a bien voulu réitérer la solidarité du gouvernement. Le président de la République me dit de leur dire Yako. Yako pour toutes les souffrances, Yako pour les décès, Yako pour les blessures. Le président de la République me charge de féliciter les sapeurs-pompiers, le corps médical, le corps préfectoral, le conseil municipal, toutes les personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées afin de secourir nos frères et sœurs qui sont sortis des décombres. Les 10 morts et 21 blessés sont tous des travailleurs du bâtiment. Il y a aussi d'autres sinistrés. Il s'agit des sinistrés des pluies diluviennes qui sont aussi assistés par les autorités. Ici à Abidjan, la chaîne de solidarité ne faiblit pas. Des centaines de personnes hébergées dans des écoles et autres lieux ont reçu des vivres et non-vivres. On en sait plus avec notre reporter Patricia Omouitia. Le pont de la Riviera Bonhomme est désormais ouvert à la circulation. Ça a été rapide, mais souhaitons que ça soit bien fait. C'est ça notre inquiétude. Donc nous remercions le gouvernement pour ça. Les travaux de libération des zones à risque des bassins d'orage continuent. Toutes les maisons aux alentours de ce bassin d'orage seront détruites, indique le chef des opérations de la brigade de contrôle et d'investigation du ministère de la Construction. Ce bassin d'orage, qui n'a pu contenir l'eau des pluies diluviennes qui ont débuté dans la nuit du 18 juin dernier à Abidjan, a non seulement cassé ce pont, mais a également endeuillé la nation en causant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le gouvernement ivoirien a donc lancé une vaste campagne d'organisation de l'hébergement des sinistrés. Nous sommes ici au groupe scolaire Kouadiou Assaoré de la Riviera Palmeraie. 139 ménages recueillis ici depuis le début des inondations. Au total, 514 personnes vivent dans cette école, transformée pour l'occasion en centre d'hébergement et de soins. On est venu ici, les gens font en tout cas beaucoup de choses pour nous. On cherche un coin pour dormir. Une soirée rythmée par la vie des sinistrés qui va à leurs occupations quotidiennes. Ils ont trouvé refuge ici et vivent au rythme des dons des autorités, des entreprises et des ONG. Cet après-midi, le centre est particulièrement animé. Et pour cause, un appui de 150 000 francs CFA aux personnes sinistrées est distribué. Je suis très content d'avoir reçu les 150 000 qui peuvent peut-être me permettre de faire un déménagement. Les enfants également ne sont pas oubliés. Une prise en charge éducative a été prévue par le ministère de la Solidarité. Ce centre d'hébergement accueille 200 enfants sinistrés. Ils vont travailler avec les éducateurs préscolaires qui ont été réquisitionnés par le ministère. Donc tous ces enfants-là, on ne peut pas les laisser comme ça. Il ne faut pas qu'ils sentent qu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel et donc il faut les prendre en charge. Pour le directeur du centre, ces dons aux personnes sinistrées concernent tous les sites de la Riviera Palmeraie. Nous avons été instruits ce matin de venir soulager ces familles-là au nombre de 139 ménages, soit 514 personnes qui ont bénéficié de l'appui au relogement et d'un montant de 150 000 francs par personne. Dès les premières heures des inondations, l'aide aux sinistrés s'est mise en place dans la ville d'Abidjan avec un important mouvement de solidarité. Et les footballeurs internationaux se lancent aussi dans cet élan de solidarité. Mars Alain Gradel et Maxwell Cornet ont apporté leur soutien aux sinistrés de ces pluies diluviennes. Des dons en vivres, des produits de première nécessité ont été offerts au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité en vue de les partager à l'ensemble des victimes de toutes ces inondations. Je vous livre à présent ce communiqué du procureur de la République d'Abidjan. À la suite des graves inondations survenues dans le district d'Abidjan, causant de nombreux morts et d'importantes destructions de biens, les services techniques des ministères concernés ont fait le constat que les principales causes résident dans la dégradation d'ouvrages publics, notamment par l'obstruction des voies de canalisation et de drainage des eaux de pluie. Ces faits constitutifs de dégradation volontaire d'ouvrages publics et de biens ayant entraîné mort d'hommes sont prévus et réprimés par les articles 423, 424 et 425 alinéa 2 du Code pénal. Leurs auteurs et complices feront l'objet de poursuites judiciaires signées du procureur de la République, Adou Richard Christophe.
Et notez qu'après ce journal télévisé, la RTI rediffusera l'émission spéciale sur les intempéries et leurs conséquences. L'émission, je rappelle, a été diffusée 2 semaines avant ces fortes pluies. L'accent avait été mis, vous vous souvenez certainement, sur les causes et les conseils pratiques pour éviter les drames en saison pluvieuse. Ce sera donc tout à l'heure après ce journal. Retour à Yamoussoukro, le Sénat a tenu une séance plénière ce mercredi, mais elle n'aura duré qu'une demi-heure. Et pour cause, l'ordre du jour qui devrait porter sur la mise en place des différentes instances de cette institution a été reporté. Notre reporter Mama Traoré nous explique justement les raisons de ce report. La mise en place du bureau et des différentes commissions du Sénat devra attendre. Le temps pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la proposition de règlement du Sénat adoptée hier mardi par les 66 sénateurs. Voilà qui explique le report de la séance plénière de ce mercredi. Nous avons décidé de suspendre notre séance en attendant l'avis du Conseil constitutionnel. C'est un avis technique. Il est important pour le Sénat de commencer à respecter la loi qu'il s'est lui-même donnée, parce que nous avons voté hier, respectant le contenu de la loi. En attendant la constitution des instances, la deuxième chambre du Parlement est au travail. Sur sa table, le gouvernement a déposé une vingtaine de projets de loi à examiner. Nous avions des commissions ad hoc qui sont là. On va travailler d'une manière informelle. Rien ne nous empêche de les examiner. Maintenant, c'est pour les adoptions. Là, on a besoin des commissions. La proposition de règlement du Sénat sera transmise ce jeudi au Conseil constitutionnel. Son verdict est attendu dans un délai de 15 jours. Mais avant, Jeannot Kouadio-Aoussou invite les sénateurs à s'approprier ce texte afin de mieux maîtriser le fonctionnement de leur institution. Pas de report en revanche au niveau de la CEI qui a tenu bien son calendrier concernant l'opération de révision de la liste électorale. L'opération s'est déroulée du lundi 18 juin au dimanche 24 juin dernier. Le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante livre maintenant les statistiques provisoires de cette opération d'enrôlement. Olivier Iriebi, Gabriel Zani leur a tendu leur micro. L'heure est au bilan. Après la collecte des données sur le terrain pour le renouvellement de la liste électorale en vue des prochaines élections. Le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante CEI chargé de la révision de la liste électorale était face à la presse pour communiquer les résultats provisoires. Selon lui, sur les 10 580 lieux de vote érigés en centre d'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, la CEI a enregistré aussi bien des requérants qui souhaitaient actualiser leurs données personnelles que des nouveaux majeurs. Nous avons reçu au total 915 801 personnes, dont 487 568 requérants de la catégorie numéro 1. La catégorie numéro 1 sont les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale et qui viennent actualiser leurs données. Et 428 233 de la catégorie numéro 2, soit les personnes qui viennent pour s'inscrire pour la première fois, soit donc des proportions respectives de 53% pour la première catégorie et 47% par rapport au total. La répartition par genre fait état donc de 58% d'hommes et de 42% de femmes. Concernant Abidjan, nous avons 85 798 personnes qui sont venues pour la catégorie numéro 1 et pour la catégorie numéro 2, nous avons 84 889 personnes qui se sont inscrites pour la première fois. Pour le vice-président de la CEI, ces résultats restent pour l'instant provisoires. Cette liste électorale doit être affinée avant sa publication. Concernant les requêtes sur les tentatives de fraude constatées dans certains centres d'enrôlement, Gervais Koulibaly a indiqué que des enquêtes sont en cours pour démontrer la véracité des faits. On passe maintenant au décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Ce décret prendra effet le 1er juillet 2018. Après un premier report, l'application de ce décret qui devrait être effective à compter du dimanche prochain. En attendant, le comité paritaire de suivi de la mise en œuvre de ce décret s'est réuni ce mardi 26 juin au ministère des Transports. On en sait plus avec notre reporter Jean-Luc Bangbo. Dans exactement 4 jours, c'est-à-dire le 1er juillet 2018,
Le décret portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire rentrera effectivement en application. Et les principaux acteurs du secteur, réunis au sein du comité paritaire de suivi de la mise en œuvre de ce décret, se sont engagés à respecter cette échéance. Le comité invite les organisations du secteur de l'importation des véhicules d'occasion, celles du secteur du transport routier intéressé et toute personne ou structure désirant importer en Côte d'Ivoire des véhicules d'occasion à considérer la date du 1er juillet 2018 comme date de prise d'effet du décret susmentionné et correspondant à la date marquant la fin d'embarquement des véhicules d'occasion concernés. Dans la déclaration qu'ils ont co-signée, les membres de ce comité de suivi ont exhorté le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement afin de garantir une meilleure exécution de ce décret. L'accélération de la dématérialisation des procédures de dédouanement et d'immatriculation des véhicules pour réduire les délais et supprimer certains frais. La poursuite du renouvellement du parc automobile, la mise en œuvre de mesures urgentes pour maîtriser les coûts d'achat des véhicules d'occasion, l'examen de mesures complémentaires pour préserver les emplois et assurer le maintien du dynamisme du secteur de la vente d'automobiles. Au sein de ce comité de suivi, on retrouve les représentants de transitaires, d'importateurs de véhicules d'occasion, des transporteurs, d'organisations de consommateurs et des ministères techniques. Tous s'accordent pour la poursuite du dialogue avec les acteurs de la filière afin de réussir le rajeunissement du parc automobile en Côte d'Ivoire. Dans l'année du 23 au 24 juin 2018, une fuite de pétrole brut a été détectée sur un pipeline de la société ivoirienne de raffinage, aussi à proximité du marché de nuit de la commune de Port-Bouët. Aucune perte en vie humaine. Mais 24 heures plus tard, c'est-à-dire le lundi 25 juin, un autre site est découvert dans la même commune de Port-Bouët. Cher Koné. Périmètre bouclé, délimitation du site avec un ruban de sécurité, les agents de force de l'ordre veillent au grain. Depuis l'incident survenu dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin, les équipes techniques de la société ivoirienne de raffinage SII sont à pied d'œuvre pour établir définitivement le pipeline défectueux. Nous avons pompé tous les hydrocarbures qui s'étaient épanchés et nous avons enlevé tout le sable pollué. Nous l'avons ramené en raffinerie pour le retraiter et le rendre propre. Nous avons décidé de faire l'inspection entière de ce pipeline. C'est un pipe qui fait 5 km de la raffinerie jusqu'au terminal en mer. Nous avons donc décidé de faire son inspection. Depuis, les opérations d'enlèvement de l'arrobage sur la tuyauterie ont débuté. Elles permettront d'inspecter minutieusement le niveau de dégradation de l'infrastructure. En attendant, des colliers d'acier ont été provisoirement installés sur le pipeline afin d'éviter d'éventuelles fuites. Du côté des populations riveraines, il y a eu plus de peur que de mal. Ibrahim Madi, premier témoin de cet incident, raconte. Samedi soir, vers les minuit 20 minutes, il était assis devant la boutique. Et puis, il y avait essence. Il y avait beaucoup de l'eau comme essence, sortait comme ça. Je suis parti regarder et j'avais que essence. La voiture là s'était arrêtée à côté, mais quand l'essence là s'est montée en haut, c'est ça j'ai appelé 6 personnes comme ça, puis on a poussé la voiture là jusqu'à s'est arrêté sur les tuyaux. Donc ça fait que le tuyau ne va pas en haut. Tout semblait maîtrisé lorsque 24 heures après la découverte de la première coulée de pétrole brut, un autre site à quelques encablures du précédent est découvert le lundi 25 juin. Mais très vite, les équipes techniques circonscrivent la propagation du combustible. 2 accidents en moins de 72 heures qui interpellent. Il n'y a aucune conséquence quant à la santé des populations. Ce n'est pas un produit toxique, ce n'est pas un produit radioactif, c'est du pétrole brut. Pour rappel, la coulée de pétrole brut dans la commune de Port-Bouët fait suite à un tuyau souterrain défaillant de la société ivoirienne de raffinage. Dans un communiqué, le Centre ivoirien anti-pollution, CIAPOL, rassure les populations sur l'absence de danger et assure que ces équipes mènent, aux côtés d'autres structures concernées, des opérations conjointes de contrôle. Et les experts membres des pays de la CEDEAO se sont retrouvés ici à Abidjan pour plancher sur la qualité du carburant produit. Ces experts appellent à revoir à la baisse le soufre contenu dans le carburant qui est un produit chimique. Le reportage de Grace Kando dans nos prochains journaux. La salle de réunion de la sous-préfecture de Tia-Salé a servi de cadre à une réunion avec le ministre Maurice Kwaku Bandama et les populations du département de Tia-Salé. La rencontre a porté sur la création de la commune de Ndoussi et les perspectives promoteuses. Chantal Oumakanda.
Ndoussi, sous-préfecture du département de Tia-Salé dans la région de l'Agnébi-Tiassa, a été érigée en commune. Une érection qui n'est pas sans conséquences. Vu le décret de création de la commune de Ndoussi, modifie le périmètre de la commune de Tia-Salé dans lequel était précédemment Ndoussi. À ce sujet, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, fils et cadre de la région, a eu rencontre avec les populations du département de Tia-Salé. Pour lui, la création de la commune de Ndoussi, loin de causer du tort à la commune de Tia-Salé, donnera au contraire une vitalité et un dynamisme aux deux communes. Il a relevé que Ndoussi a un passé glorieux et des ressources économiques nécessaires qui ont beaucoup pesé dans la balance de son érection en commune. Maurice Kwaku-Bondaman a ajouté que les deux communes mettront en place un axe de développement qui va tirer à l'avant la région tout entière. Tia-Salé compte environ 58 000 habitants et Ndoussi 56 000 habitants. Pour le maire de la commune de Tia-Salé, Sila Swalio, la création de la commune de Ndoussi permettra aux deux maires de travailler au bonheur des populations. Au terme de la rencontre, le ministre Maurice Kwaku-Bondaman a visité le bâtiment qui devra accueillir l'hôtel de ville de Ndoussi. Et loin de Tia-Salé, ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne abrite un forum international des logements sociaux, économiques et standing. Les promoteurs immobiliers s'engagent à produire des logements en quantité suffisante pour satisfaire la forte demande. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji annonce qu'elle va livrer donc entre 1000 et 3000 logements à compter de 2019. On passe maintenant à la Coupe du Monde 2018 qui bat son plein en Russie. Mais les passionnés du football qui n'ont pas pu faire le déplacement vivent aussi l'événement devant leur poste téléviseur. Les vendeurs et réparateurs de ces appareils y trouvent donc leur compte. C'est l'occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Nadia Ega, chef Koné. Elle fait vibrer les amoureux du ballon rond. Mais la Coupe du Monde de football, c'est aussi un regain d'activité économique, notamment celle liée au petit écran. Moustapha Diaby, réparateur de télévision dans le quartier de Williamsville, exerce depuis une dizaine d'années. Une affaire rentable, encore plus avec l'organisation de la Coupe du Monde de football qui cristallise l'attention des téléspectateurs. Il y a d'autres qui avaient les télés qui n'étaient pas en marche. Ils nous ont envoyé ça pendant quelques jours de la Coupe du Monde et puis avec une pression, on dit oh non, on ne veut pas travailler pression. Et puis, quand la Coupe du Monde a commencé, c'est d'autres envoyés ça. Bon, moi, c'est une quinzaine de télé. J'ai reçu une télé LCD. Puis, hier soir, il y a le son, mais il n'y a pas de lumière. Pour la réparation de cette panne, la facture s'élève à 45 000 francs CFA. 5 à 6 télévisions réparées par semaine pendant le mondial. En temps ordinaire, ce sont 2 à 3 télévisions qu'ils réparent sur la même période. Les coûts de ces prestations varient entre 15 000 et 80 000 francs CFA. Nous laissons Mustapha avec ce client. Notre destination, Mahakori, dans un magasin de vente de postes téléviseurs et autres appareils électroménagers. Ici, des promotions sont en cours pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a commencé et ma télévision est en panne, donc je suis venu pour une télévision ici. Nous avons vu les prix par rapport à la promo. Nous avons vu que les prix ont vraiment chuté. Une télévision de 55 pouces qu'on nous faisait à 1 250 000. Présentement, dans la boutique, on nous présente la télévision à 700 000. Des rabais considérables sur cette période sportive, une stratégie qui assure l'explosion des ventes. On savait déjà qu'on allait réussir à vendre pas mal de télévisions, mais grande fut notre surprise quand notre chiffre d'affaires a carrément doublé. Parce que vous rentrez par exemple dans un supermarché dans lequel on avait fait une activation et vous voyez que chaque minute, il y a quelqu'un qui part avec une télévision. C'était vraiment waouh quoi. On peut aller jusqu'à 80%. La progression, jusqu'à 80%. Et ça continue encore. Là, on est en rupture sur certains produits. Mais cet engouement n'est pas le même chez d'autres concurrents. Naguib Saad est propriétaire d'un commerce d'électroménager dans la commune du Plateau. Pour cette édition de la Coupe du Monde, il pratique aussi des réductions sur ses postes téléviseurs. Mais chez lui, les retombées sont loin d'être celles escomptées. Jusqu'à maintenant, la demande est très faible. Peut-être 10% de plus que ce qui se fait actuellement. Moi, j'ai connu les Coupes du Monde de 86, de 98. C'était des milliers de télévisions que nous vendions à cette époque. Quand on vendait, par exemple, 1000 télés par mois, la Coupe du Monde, c'était 4000 télés. Et c'était des télévisions qui coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'on vend aujourd'hui. En revanche, installé dans un coin à l'intérieur de la boutique de Naguib,
Cette responsable des stands de distribution de bouquets satellitaires se frotte les mains. Par rapport à la Coupe du Monde, il y a eu plus de ventes de décodeurs, un peu plus de nouvelles abonnés. Nos ventes ont augmenté de 80%. Des passionnés de foot qui ne veulent rater cette compétition d'envergure sous aucun prétexte. Au-delà de l'aspect ludique, le football avec ses compétitions de haut niveau telles que la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde contribue efficacement au boom de nombreux business. Notez qu'au Togo, les présidents ghanéens et guinéens, facilitateurs de la CEDEAO dans la crise togolaise, se sont rendus à Lomé ce mercredi. Ils vont entendre les protagonistes et trouver une issue définitive à la crise qui secoue le Togo depuis des mois concernant la candidature du président Faure Gnassingbé. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir d'ici vendredi. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.